Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler LGBT, transgenrisme, on va parler d'idéologie, comme Apolline de Malherbe, évidemment, n'osera jamais le faire. Mais avant ça, n'oubliez pas, adhérez au club Géopolitique Profonde. Sylvain Ferreira, Marc-Gabriel Draghi, Claude Janvier, Thibaut Kerlarsin, tous ces gens font partie du club. Vous cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuit. Et puis, il ne faut pas avoir peur, géopolitiqueprofonde.com, la boutique est ouverte. Alors, j'ai une annonce excessivement importante. Je vais refaire du terrain, je vais retravailler un peu la caméra comme ça, là, sur le terrain, et j'aurai besoin d'un caméraman. Donc, si vous êtes motivé, que vous habitez pas trop loin, Paris, banlieue, que vous voulez venir 2 fois par semaine avec moi, poser des questions aux gens, faire des reportages de casse-cou comme j'aime les faire, eh ben, il y a un lien en description, voilà, vous y allez, vous cliquez, vous y répondez, et puis je ferai des, des recrutements, voilà, je serai DRH à ce moment-là. Donc voilà, vous cliquez sur le lien, et puis vous répondez aux questions. Alors je suis très content parce que je reçois ce soir Alexandra Brazinville. Elle était à la soirée, elle était magnifique à la soirée avec ses talons hauts et sa robe moulante. Vous étiez superbe, vraiment, avec Vincent McDoom, toutes les deux, vous illuminiez la soirée. Alors j'ai dit peut-être une petite erreur là à l'introduction. Vous m'avez dit, j'ai parlé d'intersexe, vous m'avez dit non, c'est pas ça. C'est pas grave. Mais dites-moi pour qu'on fasse la correction. À mon époque, on parlait de pseudo-hermaphrodisme congénital primaire. D'accord. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit intersexe. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, ça veut dire que j'avais une inversion chromosomique, un karyotype qui était XXY, avec un Y désactivé, et j'avais une sphère génitale qui était non fonctionnelle avec des éléments des deux sexes. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, on dit visiblement intersexe. Mais bon, c'est l'hermaphrodite d'avant, quoi. Voilà, c'est cela. Dire. C'est cela, oui. Tout bon. Vous avez du coup... Est-ce qu'on peut dire que c'est une transition que vous avez pu faire? Non. Comment ça, voilà. Là aussi, c'est des mots nouveaux qu'on utilise. Non. C'est pas une transition, c'est une pathologie lourde, extrêmement grave, qui est acquise à la conception, à la naissance. Et donc, il a fallu presque 18-20 ans de processus médical sous l'égide de l'État français pour que je puisse retrouver une intégrité physiologique féminine, harmonieuse, qui aurait dû être la bonne à la naissance, bien sûr. Mais vous n'êtes pas dans le cas, parce qu'il faut vraiment le préciser pour que les gens le comprennent, vous n'êtes pas dans le cas, comme on veut le faire aujourd'hui, d'enfants, d'adolescents ou d'adultes qui se disent « Ah mais en fin de compte, je ne suis pas un homme, je suis une femme ». Ce n'est pas votre cas, vous. Non, ce cas de figure qui se présente aujourd'hui est d'ailleurs très troublant parce que ce sont des jeunes qui n'ont aucun problème fonctionnel. Toutes leurs fonctions organiques sont là et fonctionnent. Ils ont juste un questionnement identitaire où ils imaginent que peut-être il serait mieux s'ils étaient de l'autre sexe. Mais ça reste de l'imagination. Alors que moi, il y avait véritablement un problème récurrent qui faisait que je ne pouvais pas fonctionner en état. J'avais des antagonismes, des inversions massives entre le psychisme, l'endocrinologie et la biologie. Voilà. Mais comprenez-vous justement ces questions d'identité que beaucoup, visiblement, ont aujourd'hui? Écoutez, je pense que l'enfance et l'adolescence est sujette à un questionnement identitaire. Ça n'est pas forcément très simple de se projeter dans une vie future en tant qu'adulte, de comprendre ce que c'est que d'être un homme, ce que c'est que d'être une femme. On s'est tous peut-être posé des questions jeunes en se disant « Ah bon, je suis une fille, j'aurais préféré être un garçon, j'aurais pu faire peut-être plus de choses, je ne sais pas. » Mais ça ne fait pas de vous quelqu'un de l'autre sexe. Ça reste un questionnement psychologique auquel il faut répondre avec des psychologues, monsieur qui est ici aujourd'hui. Mais on ne doit pas mettre dans la tête des idées mortifères aux enfants et leur proposer de la mutilation, de les rendre stériles et handicapés à vie. C'est criminel de faire ça. C'est même plus de la médecine, c'est de la barbarie. Alors, on va continuer cette discussion, mais avant ça, je vais présenter notre ami ici
sur le plateau, Jean-Luc Robert. Comment allez-vous, cher Jean-Luc? Très bien, merci. Voilà. Vous étiez aussi accueilli en star samedi soir. Vous exagérez. Bah si, bien sûr que si. J'étais très content, comme d'habitude, de voir les personnes. Malheureusement, il y avait trop de musique et donc vous n'avez pas pu parler comme il se doit. Oui, je me suis un peu plaint parce que moi, vraiment l'idée, c'est de rencontrer les gens. Beaucoup de gens m'ont dit, oui, je voudrais vous parler, mais c'est un peu fort. Bon, voilà, mais sinon, bon, à part ça, c'était très réussi. J'ai quand même hurlé et j'ai réussi à me faire entendre. Je pense que j'ai parlé au maximum de gens qui je pouvais parler. J'imagine que vous avez beaucoup de choses à dire. Vous êtes venu avec vos fiches là, de bac. Voilà, mes fiches de bac. Un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que justement, l'un de mes livres, j'en ai parlé, c'est la neurodiversité. Je veux faire le pont avec, notamment Neurodivers Plus, et expliquer, comme disait madame, qu'il y a effectivement aujourd'hui une jeunesse qui a tendance à se dire « moi, je suis d'un autre genre que le sexe qu'on m'a assigné à la naissance ». Et là, on est dans des domaines de, comme on le dit, de psychologie ou en tout cas d'un neurodéveloppement qui serait différent. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, moi, qui suis né homme, je me sens femme et que je revendique le fait que je nie la réalité biologique, je suis une femme, mais qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme? Je suis une femme parce que je le suis dans ma tête et parce que je me suis autodéterminée en tant que femme. Alors que toute ma biologie, et vous l'avez bien dit, vous savez que quand dans les chromosomes vous avez un Y, c'est que vous n'êtes pas femme, vous êtes homme, XY. Et quand vous naissez avec un XY, eh bien vous êtes un homme biologiquement. Et il y a des personnes qui naissent avec un XY et qui disent, eh bien moi je nie le Y et c'est pas le Y qui me détermine. Voilà. Donc, merci à vous, cher Jean-Luc. Ouais. On va en discuter dans la seconde partie d'émission, tous ensemble. Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pourquoi il y a aussi ces questions qu'on se pose, c'est parce que vous avez un environnement qui force Tout à fait. tous ces enfants, adolescents à se poser la question. Il y a une espèce d'idéologie qui s'imprègne un peu partout, que ce soit dans les arts, que ce soit même dans l'école, et c'est extrêmement dangereux et préoccupant pour les générations futures. Est-ce qu'on peut faire la chronologie un peu de cette idéologie? Parce qu'on parle souvent du wokisme qui vient depuis 2017-2018, mais en fait ça vient d'avant. Le wokisme, non, c'est très récent. Le wokisme, mais l'idéologie de transgenriste, LGBT. Alors, les transgenres n'en parlaient pas à mon époque, c'était complètement... ça n'existait pas. On parlait plus de transsexuels secondaires, c'est une catégorie qui se rapproche de ce qu'aujourd'hui est un transgenre. Je rappelle qu'un transgenre, c'est une personne qui est biologiquement A et qui utilise l'apparence et les codes de comportement du B. Mais c'est une personne qui ne va jamais aux opérations, qui reste dans la dualité, dans la mixité. Quant au lobby LGBT, il a vu jour dans les années 80, à une époque où on a dépénalisé l'homosexualité et des minorités se sont réunies pour obtenir des droits. Mais aujourd'hui, ils ont eu tous les droits inimaginables ou imaginables, même parfois au-delà du raisonnable. Et je pense qu'aujourd'hui, ce lobby n'a plus de raison d'être. Ils ont obtenu tous les droits qu'ils voulaient. Et là, ils s'engouffrent un petit peu à vouloir faire du forcing dans une société en cherchant à atteindre justement les jeunes et les enfants. Et moi, ça me préoccupe beaucoup parce que les méthodes utilisées dans les écoles ressemblent étrangement aux méthodes qu'utilisent les pédophiles. Des pédophiles? La pédophilie, c'est-à-dire à faire comme de l'attentat à la pudeur organisé, auditif et visuel auprès d'enfants qui ne sont absolument pas en demande ni concernés par ça. Vous faites ce lien? Tout à fait, je le fais, bien sûr. Et je l'assume très bien. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce lien existe? La méthode est la même. La méthode est la même. Quand on va de but en blanc dans l'école, obliger les enfants à entendre des propos sur la sexualité ou entendre ou voir des images qui vont les troubler, générer des traumas, ou de toute façon générer de la confusion et du doute, ce sont les méthodes qu'utilisent les pédophiles, bien sûr. Un enfant, je le répète, n'est pas un être sexuel. Il est sexué par définition parce qu'il a reçu à la conception une définition biologique, garçon ou fille, mais la sexualité ne le concerne pas. C'est comme si vous demandiez à un enfant qui ne sait pas marcher, on va t'expliquer comment on court. Faudrait-il commencer par le début? Les enfants ne sont pas sexuels. Ils le deviendront après la puberté, et je pense que l'éducation sexuelle relève de l'éducation des parents. Ce n'est pas le propos de l'école. Mais alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce que peut-être qu'il y a une volonté du législateur de se dire, oui, mais si on apprend ces choses aux enfants, peut-être seront-ils plus tolérants que les générations précédentes?
Là, on parle de discernement et d'acquiescement. C'est-à-dire qu'on demande à des enfants de 3 ans de dire si oui ou non, ils vont accréditer le fait qu'un adulte veuille plus ou moins, je ne sais pas quoi, les toucher. Moi, je suis désolée. Comment voulez-vous qu'un enfant soit en mesure d'acquiescer? D'ailleurs, il n'a pas à acquiescer. Personne n'a à toucher un enfant. Je veux dire, il faut le rappeler. Donc c'est extrêmement grave. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'on est en train d'essayer de légaliser une certaine forme de pédophilie. L'autodétermination, comme on le voit en Espagne, un enfant de 13 ans peut décider par lui-même si il veut être de sexe masculin ou féminin et faire changer ses papiers, même sans avoir subi d'intervention et même sans l'accord des 2 parents. On ne parle même plus de père et de mère, on parle des coparents. Excusez-moi, si un enfant à 13 ans peut déterminer son genre et son sexe, et il peut aussi déterminer son choix de sexualité. On y est en plein dans la pédophilie. Est-ce que c'est lié au passé, peut-être, du président de la République? On sait qu'il a rencontré son actuelle épouse à 14 ans. Alors, on ne sait pas vraiment, parce que bon, il y a toujours les chiffres diffèrent, mais on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé entre eux quand il a eu 14 ans et elle 39, mais bon, on peut imaginer un peu le pire. Est-ce que vous pensez que c'est lié à ça? C'est sûrement lié à ça, dans le sens où toutes les personnes qui sont mises en place à la tête de certains ministères sont des personnes qui sont sympathisantes avec cette idéologie-là. Et par ailleurs, moi, je suis très dubitative et sceptique par rapport au fait que beaucoup de pédophiles notoires qui ont été reconnus et condamnés, en tout cas à qui on reproche des faits de pédocriminalité, sont dans l'entourage du président de la République et sont toujours en poste ou à la télévision. Comment ça se fait? Pourquoi ces gens-là ne sont pas sous les verrous, je veux dire? C'est vrai. Pourquoi ils les emmènent au Maroc Jacques Lang. Oui, c'est ça, sans le citer, par exemple, Jacques Lang, oui, et d'autres. Monsieur Morandini, qui est toujours en poste à la télévision, c'est des gens qui ont été condamnés pour des actes pédocriminels. Comment se fait-il qu'ils sont toujours en poste? Et par contre, on va, comme samedi dernier, disperser des mères de famille qui sont venues sur la place de l'Opéra pour revendiquer le fait que leurs enfants placés à l'ASE sont tombés dans des réseaux pédocriminels. On va mettre ces femmes-là en garde à vue. J'ai un autre ami, un monsieur qui s'appelle Franck Blanchard, qui s'occupe de l'association Adoption Forcée, qui est un policier, qui dénonce les réseaux de pédocriminalité. On lui fait toutes les misères du monde pour que ça n'aboutisse pas. Et la franc-maçonnerie est au-dessus de tout ça, est responsable. La franc-maçonnerie? Oui, bien sûr. Est au-dessus de tout ça, bien sûr. En quoi est-elle responsable? Je ne vous dis pas qu'elle est responsable, mais je vous dis que beaucoup de gens qui n'ont pas intérêt à ce que ces propos pédocriminels soient dénoncés sont issus de la franc-maçonnerie. Ils ne sont pas tous comme ça. On ne peut pas faire de généralité, mais il y en a qui défendent ça. Même s'il faut se dire les choses, il y a des lois sociétales franc-maçonnes, comme par exemple la loi qu'ils veulent faire sur le suicide assisté. Je crois que le mariage pour tous aussi a été. Et bon, mais là où vous avez totalement raison, je suis totalement d'accord avec vous, c'est que j'ai reçu nombre de parents, d'enfants placés. J'ai même reçu des enfants de l'ASE qui ont subi les pires sévices. L'ASE, c'est devenu une machine à broyer les parents et les enfants. C'est devenu du proxénétisme étatique organisé. C'est vrai. Sûr. Moi, je dis les mots. Et il faut le dire, parce que l'ASE, normalement, est là pour protéger ses enfants. Oui, mais enfin, bon, c'est pas le cas. Comment ça se fait? Voilà, on a eu, par exemple, ce dernier article sur le Parisien qui a parlé de 15 000 enfants prostitués à l'ASE. Mais moi, je trouve dingue que l'État ne réagisse pas, la justice, personne ne réagit en fait. Parce que je pense qu'il y a des implications dans toutes les corporations, y compris dans les forces de l'ordre et la magistrature, bien sûr. Ces gens-là ont toujours couvert. Moi, en 30 ans, j'ai vu toutes les investigations de la police, et Dieu sait s'ils faisaient leur travail avec compétence, ne pas aboutir dès qu'ils approchaient une personne d'influence ou politique, parce qu'on leur disait on stoppe les investigations, on ne va pas plus loin, parce que ça dérangeait. Et je crois que le rôle d'un président de la République, ce n'est pas de couvrir des criminels ou des meurtriers, mais c'est d'être juste dans le fait que l'on rende la justice. Parce que ces gens-là ne peuvent pas être des personnes dérangées ou dangereuses dans leurs agissements et être normalement constitués quand ils vont parler politique. Sûr. Vous voyez, il y a un paradoxe là. Mais alors, du coup, pour imposer la pédocriminalité, qu'est-ce qu'il faut? C'est-à-dire qu'ils veulent l'imposer aussi dans la tête des enfants ou juste la légaliser par la loi? Non, ils veulent aussi, je dirais, la rendre, attrayante pour les enfants. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Oui, tout
tout à fait. C'est-à-dire qu'un enfant ne se plaigne pas d'être touché, C'est-à-dire que les enfants, ils sont faits de cette façon-là. Quand vous leur expliquez un certain nombre de choses, ils vont vouloir, avec leurs petites oreilles, recréer le processus qu'on leur explique. Parce qu'eux ne vont pas mettre en cause la parole des adultes. Vous savez, ce sont des êtres vulnérables, fragiles, qui n'ont pas, je dirais, les capacités mentales ou le recul nécessaire pour analyser, pour dire peut-être que ce qu'on me dit, c'est une bêtise, etc. Donc pour eux, tout est parole d'évangile, j'ai envie de vous dire. C'est pour ça que c'est un terrain extrêmement dangereux. Là, on est en train de faire beaucoup de mal, beaucoup de mal. Mais comment, moi, ce que je trouve dingue aussi, c'est comment des professeurs de l'éducation nationale peuvent accepter justement que ça rentre. Est-ce que peut-être vous en connaissez qui vous disent voilà, mais c'est fait de manière peut-être dispendieuse, peut-être un peu plus subtile? Je ne vous dis pas que tous les professeurs sont, je dirais, sympathisants avec ces théories-là. Mais beaucoup reçoivent des ordres de la préfecture ou du recteur et on leur dit vous n'avez pas à discuter. Vous devez faire ces cours-là. Comme actuellement, des parents se plaignent qu'on leur dit non, mais vous êtes tenus de mettre vos enfants à l'école, y compris pendant ces cours, et si ça ne vous convient pas, on va remettre en cause vos droits parentaux. Mais comment on peut faire ça? Ces parents sont venus vous voir pour le dire? Moi, l'ont dit, oui, tout à fait. On remettrait en cause leurs droits parentaux, oui. C'est-à-dire qu'en gros, s'ils refusent ces cours, donc l'aide sociale à l'enfance viendrait chercher les enfants. Bravo, c'est cela. C'est fou. C'est criminel. C'est criminel. L'éducation sexuelle, excusez-moi, ce n'est pas le propos de l'école. L'école est là pour instruire. L'éducation, le terme éducation, c'est l'apanage et le propos des parents. C'est aux parents d'éduquer leurs enfants. L'école est là pour instruire. Comment pouvez-vous dire à une mère ou un père qui s'inquiète de savoir ce que l'on raconte à son enfant, ça ne vous concerne pas, mêlez-vous de vos affaires? Excusez-moi, mais c'est mon enfant. J'estime que tous ces cours-là, les parents pourraient avoir, avant qu'ils soient faits, une copie de ce qui va être dit. Et s'ils ne sont pas d'accord, ils ont le droit de dire nous, on n'est pas d'accord, on ne veut pas que nos enfants écoutent des choses comme ça. C'est fou. Mais il y a un vrai projet, un vrai plan là-dessus. Oui. Et on le voit avec Emmanuel Macron. Pour se diriger vers le transhumanisme, j'imagine que oui. ça en fait partie. Oui, tout à fait, bien sûr. Vous pensez que c'est ça la logique? Pédocriminalité, transhumanisme? Bien sûr. C'est comme ces histoires de genre qui n'ont absolument pas lieu d'être. C'est un mensonge éhonté. On ne choisit pas son genre, on ne change pas de sexe. C'est faux. On va aider des personnes à être mises en conformité, des personnes qui ont un vrai problème à la naissance, à retrouver une intégrité physiologique. Mais pourquoi voulez-vous changer de sexe ou de genre? C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Un garçon est de genre masculin et une fille de genre féminin. Le reste, ce sont des délires. On imagine que peut-être, que si, que ça. Mais non, ce n'est pas vrai. Moi, je ne peux pas laisser dire ça. Moi, je l'ai vécu pendant 20 ans. J'étais absolument concerné dès ma naissance par ça. On ne choisit pas son genre, on est ce que l'on est. On peut avoir, je dirais, un organisme qui présente des dysfonctionnements. J'en suis la preuve concrète et j'ai tout fait pour résoudre ce problème. Mais ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est la nature qui a choisi pour moi. Et vous avez dit quelque chose de très important, c'est que souvent les personnes transgenres ne s'opèrent pas, c'est-à-dire que restent en l'état. Tout à fait. Ce sont des personnes qui sont de la dualité et qui n'arrivent pas à choisir. Des communautés transgenres, nous, on ne sait pas ce que c'est, mais vous en avez dans tous les pays du monde. Vous avez les Ishras en Inde, les Mux au Mexique, les Katoe en Thaïlande, et en France, outre-mer, Tahiti, puisque c'est français, vous avez les Marous et les Rérés, où là, d'ailleurs, ça devrait être une source d'inspiration, parce que, en fait, c'est presque culturel et civilisationnel. On opère une éducation sur un petit garçon qui va être celle d'une fille, pour sacrifier un enfant mâle, je dirais, à la cause de la famille, et en disant que ce petit garçon ne va jamais se marier et restera près de sa mère pour l'aider dans les tâches ménagères. Mais il faut aussi savoir que ces enfants deviennent souvent les esclaves sexuels des hommes, en plus. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement mal vécu par beaucoup d'enfants qui sont concernés. Il ne faut pas croire qu'ils sont tellement heureux. Hein. Et je veux dire, toutes ces communautés transgenres dans le monde, je veux dire, sont connues et je dirais ont acquis certains droits.
mais n'ont jamais cherché à imposer à la société leur existence et à passer en force, en disant, voilà, nous avons raison, vous devez nous accepter, et puis pourquoi pas non plus faire de la propagande auprès de 99,9% de la population qui est bien hétérosexuelle, et qui est conventionnelle, qui ne se poseront jamais la question du genre. C'est pas à ces personnes-là de s'adapter, c'est aux personnes différentes à expliquer qu'elles sont respectables et qu'elles peuvent, je veux dire, s'insérer dans la société au milieu des autres normalement. Vous voyez, je veux dire, il y a un problème, on est en train de déplacer le... et là, les transgenres qui s'engouffrent là derrière cette idéologie mortifère, LGBT, sont des gens extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Oui. C'est dangereux pour, j'imagine, la psychologie d'un enfant. Mais bien sûr. Bien sûr. Mais moi, je veux dire, l'objectif, alors j'imagine qu'il y a la pédocriminalité, ça c'est sûr, mais il y a aussi un autre objectif, c'est que lorsque vous avez un enfant qui grandit avec des traumas, donc qui continue à soigner des traumas... Il faut les évacuer après. Oui, mais il faut les évacuer, il faut travailler sur ces traumas, et quand vous travaillez sur ces traumas, vous ne cherchez pas à renverser le système. Pas du tout. Et donc vous êtes soumis au système. Vous êtes soumis au système, exactement, bravo. C'est tout à fait ça. Et on génère des traumas chez des enfants et des jeunes gens qui sont en parfaite santé, qui n'ont aucun problème de fonctionnalité. Donc là, il faut qu'on m'explique. Là, j'ai du mal à suivre, là. Et quand vous voyez parfois des parents, je l'ai vu par exemple chez M. Yann Barthès, une mère de famille qui dit « Non mais mon fils... se sent fille, en réalité c'est une fille, alors il a un fils de 6 ou 7 ans. Moi, ça c'est parce que la mère l'a mis dans la tête ou vraiment en effet cet enfant se sent... Alors moi je vous dirais que par principe on ne peut pas se sentir quelque chose que l'on n'est pas. Un garçon qui a toutes ses facultés ne veut pas s'en sentir fille puisqu'il n'est pas une fille. Donc là il faut arrêter le délire et la bêtise. Après... Une petite fille peut dire, comme je vous l'ai dit au début, j'aimerais bien être un garçon parce que je pourrais faire plein d'activités qui me sont un petit peu défendues, jouer au football, je ne sais pas quoi, un peu garçon manqué. C'est ça, un garçon manqué. Et vice-versa, des petits garçons qui voudraient, comment dire, qui ont des inclinaisons pour des activités qui sont plus réservées aux filles. Mais ça ne fait pas d'eux quelqu'un de l'autre sexe. Et aujourd'hui, je dirais, la panoplie des activités que peuvent choisir les enfants est beaucoup plus vaste que du temps de nos grands-mères. Aujourd'hui, un jeune garçon peut être coiffeur, maquilleur, cuisinier, une jeune fille peut être ministre, peut être docker, conduire des poids lourds, je veux dire. Mais ça ne changera pas le fait que biologiquement, ce sont des garçons et des filles. Vous voyez, il ne faut pas tout mélanger. C'est vrai. Et malheureusement, on mélange beaucoup de choses. Et c'est vrai que pour revenir à l'éducation sexuelle à l'école, là où c'est quand même grave, c'est que ce n'est pas, et je le dis peut-être à des grands-parents qui nous regardent, ou des parents qui peut-être ne regardent pas parfois très loin les livres de leurs enfants, c'est qu'on ne parle pas de biologie comme à l'ancienne. Non. Là, on est vraiment dans du cas pratique, je vais même dire un peu hard. Moi, j'ai une mère qui m'a demandé un jour de venir avec elle pour écouter les propos, justement, qui allaient être tenus sur ça, l'éducation sexuelle. Moi, j'ai failli tomber à la renverse. On parle de tout, sauf du rapport le plus élémentaire et le plus naturel qui soit, c'est le rapport hétérosexuel, où un garçon va rencontrer une jeune fille et décider d'avoir une liaison. Déjà, en plus, on ne parle plus de spiritualité, on ne parle plus de sentiments. Tout est basé sur, je dirais, le charnel. Il faut déjà peut-être expliquer aux enfants que l'acte de chair doit aller de pair avec des sentiments. C'est quand même l'idéal, moi je trouve. Alors on a parlé de tout, on a expliqué toutes les relations homosexuelles aux enfants comme si l'homosexualité était une option. Si un enfant est homosexuel, il ne s'agit pas de lui faire du mal ou de le rejeter. Il faut essayer de comprendre si c'est passager ou si ce sera véritablement son orientation définitive, mais vous ne pouvez quand même pas dire à des enfants de but en blanc, vous pouvez être homosexuel, c'est pareil que d'être hétérosexuel, c'est très bien, on peut faire ce qu'on veut, on peut choisir qui on veut, mais non, c'est pas du tout bien. C'est une vie de discrimination, une vie où on va vous montrer du doigt, une vie en marge de la société. L'idéal, c'est quand même, je dis, d'être conventionnel et d'être dans l'hétérosexualité. Écoutez-moi, en tout cas, c'est mon opinion à moi. Vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leur plan contre nous.
Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.